couverture à soi. Ce qui se passe à l'université est tout simplement désolant. Il faut aller à l'université pour apprendre et rentrer à la maison. Mais de fil en aiguille, la bourse a revêtu les caractères d'un salaire. Or, la bourse, ce n'est pas un salaire. Bon, nous tous, nous avons fréquenté l'université. Notre bourse nous permettait juste de payer notre chambre et d'acheter des tickets pendant 15 ou 20 jours. Mais actuellement, vous voyez des étudiants qui, dès qu'ils perçoivent leur bourse, envoient la moitié à leurs parents qui est là-bas. Donc maintenant, la bourse est devenue un enjeu de survie pour les étudiants. Donc ensuite, maintenant, il y a un effectif incontrôlé qui chaque année frappe aux portes de l'université, qui ne sont pas orientés. Ce qui fait que, grosso modo, il y a de grands décideurs qui ont dit qu'en réalité, il n'existe plus d'éducation au Sénégal. Alors, vous avez lâché le mot, que quand des noirs de ce genre-là interviennent, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Là, on est en train de chercher le coupable, celui qui a tiré sur l'étudiant. Une chose est sûre, d'après les informations données en tout cas par la presse, il a été tué par balle. Qui a tiré, on ne sait pas encore. Mais les étudiants de l'université de Dakar, eux, en tout cas les amis de l'étudiant Bassirou Faye, se sont déjà fait une religion sur la question. Nous allons les suivre avec la complicité de Mam Sidi Diop et la GIA. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à l'UCAD. Un tué par balle, mais les étudiants annoncent un bilan plus lourd. Le médiateur, je vous dis, de l'université, il a confirmé qu'il y a 3 morts. Au moment où je te parle, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans une situation très critique. Ils ont peu de chances pour survivre. Je confirme qu'il y a 3 morts pour le moment, une fille et 2 garçons. Et rien ne nous prouve que d'ici ce soir, il n'y aura pas d'autres morts. Le voisin de chambre de Bassirou Faye, l'étudiant tué par balle, revient sur la mort du jeune de 22 ans, étudiant en sciences, originaire de Diourbel. Je l'ai tous identifiés, je dis témoin au clair des faits. Un groupe de 5 gémis, ils sont mis en bas du pavillon E. Face avec nous. Le commandant, je l'ai vu en personne. Il était en train de parler au téléphone 3 fois. Chaque coup de téléphone a duré 5 minutes. C'est au niveau du 3e coup de téléphone que je l'ai vu. Avec son téléphone, il est en train de sortir son revolver. Le commandant, je l'ai très bien reconnu. Mais malheureusement, la balle a atteint basse au niveau du crâne. Il l'a frappé du côté droit en sortant du côté gauche. Marito Nian, il a dit 16h30, ça c'est archiment faux, c'est pas vrai. 15h05, c'est en ce moment-là que le gémi a tiré sur Basse. Vers 17h, 17h30, Basse a rendu là. J'ai des preuves nécessaires. La tenue que Basse avait portée, ça est là. Ça est là. Oui. T-shirt de Basse. Non, attends. T-shirt de Basse, ça est là. Sa carte d'étudiant, ça est là. Sa carte d'étudiant, ça est là. Sa carte d'identité nationale, ça est là. J'ai toutes les preuves nécessaires. Les étudiants accusent l'État, demandent le départ de Marito Nian et le déclarent persona non grata. On accuse directement l'État parce que c'est eux qui ont donné. Qu'on libère les étudiants. Parti. Mort. Les étudiants réclament plus de 10 mois. Ce sont qui donnent leur version de ce qui s'est passé. La police On n'apprend jamais à nos jeunes qu'on n'attaque pas une garnison militaire, on n'attaque pas une compagnie de gendarmerie. De la même manière, on n'attaque pas police, etc. Et ça, c'est pour tous les corps paramilitaires. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui ont reçu une formation de militaires. En réalité, depuis Senghor,
la seule devise qui vaille, c'est de dire qu'on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Absolument. Un policier ne s'enfuit jamais, un gendarme ne s'enfuit jamais, un militaire sénégalais aussi ne s'enfuit jamais. Il va préférer utiliser l'arme légalement, mais en tout cas, il ne se fera pas le déshonneur de s'enfuir. Mais dans ce cas précis aussi, il faut savoir qu'il y a une forte pression qui pèse sur la police. Une forte pression. Parce on imagine que les étudiants, quand ils manifestent, c'est des dizaines de personnes. C'est des dizaines de milliers d'étudiants parfois qui s'acharnent sur un policier. Donc, là, et puis, nos policiers, c'est des jeunes comme vous et moi. Ils ont les nerfs qui chauffent très vite. Ils sont parfois paranoïaques. Quand ils sortent leurs armes et dégainent, on peut imaginer qu'ils sont dans un état second. Mais je dis toujours que cela n'explique pas toujours mort d'homme. Moi, je dis que l'erreur qui a été faite au début, c'est de laisser les policiers séjourner dans le campus. Moi, je trouve que ça ne valait pas la peine. Voilà, maintenant, dans ces genres de circonstances-là, le scénario du déroulement des événements reste toujours flou. Étant donné que dans ce cas précis, nous avons un étudiant qui a dit que j'ai vu de mes propres yeux, etc., je pense que lui aussi, il pourra venir témoigner en attendant que les choses... Mais retenons de manière générale que les gens en général, que ce soit les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, en cas d'émeute de ce genre-là, ils sont en alerte maximum. Ok. Alors, là, on cherche le tireur, je l'ai dit tout à l'heure, Hassan Samb, mais le gouvernement semble avancer la thèse du complot. Le ministre de l'Intérieur a accusé des forces tapées dans l'ombre qui tenteraient d'attiser le feu à l'Université de Dakar. Est-ce que vous croyez à cette thèse du complot? Non, pas forcément, parce que quand même, il y a des réalités intrinsèques à l'université. C'est vrai que les étudiants sont très politiques, il ne faut pas les nier, sont dans des mouvements politiques, etc. Et même parmi les enseignants de l'université, il y en a qui sont aussi très politiques. Là, on dit que les étudiants ont été reçus hier par Idriss Seck. À 17h, ils vont rendre visite à Abdoulaye Wade. Il ne faut jamais nier cela, mais ça n'explique pas forcément toute la situation. Ce qu'il voudrait ajouter simplement, c'est que l'exercice de la force publique de coercition est quand même un monopole de l'État. L'État doit l'exercer cependant dans des conditions encadrées par la loi. Il faut quand même, le principe de proportionnalité est extrêmement important. Face à des étudiants qui n'ont pas d'armes, les policiers, eux, sont armés, ils ont la puissance publique, ils sont formés pour quand même, c'est la police anti-émeute, ils sont formés pour gérer ce genre de situation-là. Et donc, quelle que soit la pression et autres, ça ne justifie pas, effectivement, qu'on dégaine et qu'on tire sur la tête. Parce que quand on tire sur la tête, on cherche à tuer. On peut tirer sur les gens. Il y a des sommations, on peut tirer en l'air. Est-ce que tout cela a été fait? Je pense qu'il y a des règles comme ça que les gens doivent respecter. Dans tous les cas, les spécialistes ne sont pas tous d'accord, mais il y a ce qu'on appelle le système de la baïonnette intelligente, même si au niveau de la police, dans l'exercice de la force publique de coercition, ces gens-là reçoivent des ordres manifestement illégaux. Bien, le policier, lui, en tant que Sénégalais, en tant qu'individu, il n'est pas forcément tenu de l'exécuter. On a eu des antécédents. Vous voyez qu'il y avait des manifestations assez importantes. Il y a eu mort d'homme. À chaque fois, on tue quelqu'un. Vous vous rappelez, à Sangalkam, on a tué Malik Ba. À Kayar, on a tué quelqu'un. À Kédougou, on a tué quelqu'un. Ici, à Dakar, à la place de l'Obélisque, on a tué quelqu'un. Chaque fois, on tue quelqu'un. Et aujourd'hui, il y avait une dynamique enclenchée par l'État, allant dans le sens d'arrêter des hommes de loi. Vous vous rappelez, le commandant de la gendarmerie de Sangalkam avait été arrêté et bien d'autres forces de l'ordre. Donc, il y avait une dynamique, effectivement, de pousser les gens à ne pas verser dans ces genres d'excès. Donc, on peut s'attendre, pour ce cas-là, effectivement, que l'État aussi prenne ses responsabilités. Alors, Mame Birame Wathie, est-ce que l'État du Sénégal, dans une situation comme ça, ne gagnerait pas à assumer ses responsabilités au lieu d'accuser des forces, dit-on, tapis dans l'ombre? Je pense que c'est dire qu'il y a des éléments tapis dans l'ombre qui seraient à l'origine de ce qui s'est passé à l'université relève d'une irresponsabilité notoire, de mon point de vue. Parce que ce qui se passe à l'université, j'entends mes deux grands frères indiquer que les étudiants ont quelque part une certaine responsabilité dans ce qui se passe, mais bon, sans vouloir les dédouaner, je dis que ce qui s'est passé à l'université le 2 jeudi passé ressemble à une expédition punitive. C'est comme si on avait demandé aux policiers d'aller casser les étudiants. Parce que moi, j'ai visité des pavillons, j'ai vu des chambres être défoncées, j'ai parlé avec des étudiants qui m'ont indiqué que dans certains cas, les policiers leur intimaient de sauter de par les fenêtres, sinon ils allaient les bastonner. Donc, des trucs de ce genre, je pense qu'il ne serait pas
aujourd'hui opportun d'essayer de dédouaner en quelque sorte la police. Il me semble que quelque part, quand on a la légitimité de la violence, on ne doit pas l'exercer n'importe comment. Aujourd'hui, les policiers devraient être suffisamment responsables pour pouvoir garder leur sérénité. Parce qu'on voit un peu partout dans le monde des manifestations qui réunissent des milliers de gens sans pour autant qu'il y ait mort d'homme, n'est-ce pas? Pourquoi, moi je me demande, pourquoi est-ce qu'un policier rentre à l'université armé avec de balles réelles susceptibles de tuer quelqu'un en un seul coup? Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des forces, disons, politiques qui seraient derrière les étudiants, qui seraient en tout cas derrière cette crise-là universitaire? Est-ce que des politiciens, comme vous dites, ont inventé les étudiants qui ont créé la situation qui fait que les étudiants sont restés 10 mois sans être payés? Pas du tout. Parce que j'entends mon frère dire tout à l'heure qu'il ne s'agit que des étudiants de la faculté des lettres. Je rappelle que l'étudiant qui a été tué, que je connais personnellement, est de la faculté des sciences et techniques. Donc, ce n'était pas tout simplement les étudiants de la faculté des lettres qui étaient au devant de la scène. Il s'agissait d'un mouvement spontané parce qu'effectivement, la veille, les autorités avaient promis que les étudiants rentreraient dans leur bourse dans les 48 heures. Ce qui n'a pas été fait. Donc, il est légitime pour un étudiant qui véritablement a des besoins, qui ne compte que sur sa bourse, parce que moi, j'ai eu hier un ami qui m'a interpellé sur la question me disant effectivement que demander 25 000 francs à un étudiant, c'est aussi évident qu'on le pense. Et il faut comprendre qu'à l'université, c'est ceux qui n'ont pas les moyens qui étudient. Tous ceux qui ont plus ou moins une certaine aisance financière préfèrent les écoles privées. Voilà, très bien. Okay. Donc si l'on est conscient qu'à l'université, il y a véritablement une majorité de pauvres, il ne faut pas véritablement balayer avec la bourse des étudiants. Alors, là, les étudiants et certains de leurs professeurs, je vous parle notamment des membres du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, ont demandé le départ des deux ministres, Mary Teuw Niane de l'enseignement supérieur et Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur. Alors, est-ce que vous voyez ces deux ministres-là démissionner je ne pense face pas. à cette situation? Je ne pense pas que ces deux ministres vont démissionner. De toute façon, on a l'habitude au Sénégal. Ça aurait été dans d'autres cieux, ils auraient rendu leur démission depuis. Dès le premier jour. Mais on a vu dès le premier jour. Mais au Sénégal, on a vu des choses beaucoup plus pires se passer que les gens n'ont pas démissionné. Donc, à mon avis, je pense que ces deux ministres-là ne vont pas démissionner. Maintenant, c'est au président de la République, lui, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Non pas parce que le fait de démettre deux ministres, ce n'est pas ce qui va régler le problème. Le problème de l'université est un problème extrêmement profond, qui embrasse beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs, beaucoup de paramètres, dont seul le courage permet, le courage et la sincérité dans le discours, mais surtout l'engagement politique permet de régler de ce Certains suggèrent par exemple qu'on ferme l'université pour, disons, 3 mois afin de pouvoir laisser la situation se calmer un peu, trouver des solutions. Est-ce que vous pensez que dans l'immédiat, il est possible de trouver des solutions? Oui, je pense bien qu'on peut trouver d'abord des solutions transitoires, comme on dit. Parce que l'université, telle que ça se présente actuellement, je ne pense même pas que l'année puisse être sauvée. Parce qu'il y a de cela 2 jours avant, je pense, il y a l'Assemblée de l'université qui s'était réunie pour dire que, eux, ils avaient recommandé vraiment l'annulation de cette année académique-là. Donc, de n'importe quelle manière où l'on aborde la problématique de l'université, pour cette année-ci, je pense qu'il serait bien quand même, il serait bien de s'asseoir dans une table, de cerner le problème et de prendre des mesures transitoires, c'est-à-dire qui nous permet après finalement d'aller vers des solutions pérennes. Mais je dois aussi ajouter un peu à l'attention de mon jeune frère que bon, nous n'avons pas de parti pris. Nous faisons juste quelques analyses. En tout cas, ce qui s'est passé, nous, on le regrette profondément parce que nous aussi, on a été étudiants. Moi, j'ai été bastonné à l'université, parce que je faisais partie de ces lanceurs de pierre. Malheureusement, je ne savais pas courir. Alors, donc, les gens, ils m'ont rattrapé. Bon, voilà quoi. Donc, c'est des situations comme ça. Mais nous, de notre temps, on n'est jamais allé aussi loin dans ces positions extrémistes-là. Et pourtant, on avait les mêmes problèmes que ces étudiants-là. Parce que nous, ce qui nous incombait, la manière dont on nous avait éduqués, on nous avait dit que l'université, c'est juste un passage. Il faut aller étudier et quitter l'université. Donc, on était là-bas pour étudier uniquement. On n'était pas là-bas pour perdre notre temps ou bien pour faire du syndicalisme, etc. Tout ça.
Ça aussi, je pense qu'il faut l'inculquer à ces jeunes-là. Aussi, à l'université, c'est un passage. Quand vous sortez maintenant, il y a la réalité de la vie quotidienne. Donc, le primat doit être d'abord les études et ensuite, maintenant, le syndicalisme politique, vous pouvez le faire en dehors de l'université. Hassan, on n'ira pas jusqu'à dire, comme le ministre de l'Intérieur l'a déjà fait, Abdoulaye Daouda Diallo, qu'il y a des forces tapées dans l'ombre qui manipuleraient les étudiants. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ces événements-là ont été repris en main par les politiques. Je rappelle tout à l'heure qu'Idriss Seck a déjà rencontré les étudiants. On a également entendu qu'Abdoulaye Wade va les recevoir sur leur demande à partir de 17h ce samedi. Alors, on a envie de se dire, avec tout cela, cette politisation de l'affaire, est-ce que vous voyez les deux ministres concernés, le ministre de l'Intérieur parce qu'il est patron de la police, le ministre de l'Enseignement supérieur, est-ce que vous les voyez rester en poste après tout ce qui s'est passé et l'immixtion de la politique dans cette affaire? Oui, je pense pas, je ne les vois pas partir. Et donc, je crois que c'est une situation où ce n'est pas forcément le départ du ministre qui réglerait quoi que ce soit. Est-ce qu'il ne faut pas prendre, l'État ne doit pas prendre ses responsabilités, identifier les auteurs effectivement des actes qu'on a dénoncés et essayer effectivement de les inculper et de les traduire en justice. Est-ce que ce n'est pas ça qui est utile? Est-ce que ce n'est pas le fait aussi de prendre à bras le corps les problèmes de fond de l'université? Les problèmes de l'université sont des problèmes structurels. Je pense qu'Ali Khoudia vient de le rappeler. C'est des problèmes de fond. C'est des solutions de fond auxquelles il faut apporter, qu'il faut apporter à ce problème-là. C'est ça qu'il faudrait faire, réfléchir aux solutions, voir comment désengorger déjà l'université, comment en créer d'autres, n'est-ce pas, mettre les étudiants dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait plus ces problèmes de carte d'étudiants, ces problèmes de paiement de bourse et que la machine roule, que les gens se sentent dans une institution pour étudier, pour venir apprendre, ensuite qu'ils puissent avoir une insertion. Et que cet enseignement qu'ils reçoivent soit effectivement adapté au marché de l'emploi. Tout cela crée une sorte de stress, de psychose au sein des étudiants, au sein des... et donc facilement, l'université est une poudrière. Elle a longtemps été, et je rappelle, Ali Khoudia vient de le dire, moi-même en 88, lorsqu'on a défoncé les portes, presque pour la première fois, à l'époque, moi j'étais là, je faisais partie des gens qui étaient des gens au pavillon A, et donc nous avons nous-mêmes subi ce genre de situation-là. Mais il y a une évolution à l'université. Lorsqu'on parle de Kekengo, ou je ne sais pas moi, des groupes comme ça, quand même, je crois, on ne peut pas dédouaner entièrement. De votre temps, Hassan et Ali Khoudia, est-ce qu'il y avait autant de mouvements comme les mouvements religieux, les daïres? Est-ce qu'il y avait autant d'organisations dans ça a commencé à tout moment. J'ai posé la question à Fada, qui était à l'époque très dynamique, et à Lénine, comment elle s'appelle, Maître El Hadji Diouf, qu'on appelait Lénine à l'époque, qui était là aussi. Et je crois qu'il y avait des mouvements, mais pas à ce point-là. Aujourd'hui, quand même, il y a une radicalisation, il y a une sorte de, je ne sais pas moi, l'université qui est devenue une sorte de garnison militaire. D'ailleurs, il y a dans certains sites ou journaux, on parle de bataille, les trucs de guerre, des blessés de guerre, des langages comme ça. Je crois que les journalistes, on n'est pas en guerre, les étudiants ne sont pas en guerre. Ce qu'ils veulent, c'est étudier correctement et après pouvoir avoir des sincères. Rapidement, comment sortir de la crise? Vous pensez qu'il est possible de sauver cette année? Bon, comme les années qui sont passées, on peut la sauver en faisant du colmatage. Voilà, en faisant du colmatage. Et je dois rappeler que ce qui se passe aujourd'hui à l'université, comment ça s'appelle, découle du cycle infernal de retard qui secoue l'université depuis 2012. Avec l'avènement de Macky Sall qui aurait pu laisser cette année-là s'écouler en l'invalidant ou en, comment ça s'appelle, je ne sais comment, mais en reprenant une nouvelle dynamique. Donc, face à la situation qui prévaut actuellement, le président de la République a préféré opter pour des mesurettes. Parce qu'enlever un recteur par-ci, mettre un recteur par-là, je ne pense pas que ça soit véritablement la solution qui permettrait à l'université de sortir. Donc, il faut non seulement des réformes. Je ne parle pas de réformes qui se limiteraient tout simplement à augmenter les frais d'inscription, mais des réformes en profondeur. Essayer de voir comment est-ce qu'il
comment est-ce qu'on peut désengorger l'université? Une université qui compte plus de 60 000 étudiants, ça ne se voit qu'au Sénégal. Là, il y a un projet de délocalisation de la faculté des lettres, je pense, qui devrait aller vers Diamniadio. En 2008, je rappelle, j'étais le président de l'amicale de la faculté des lettres. On avait fait une grève qui avait dépassé les 3 mois. Et on demandait à cette époque-là que la faculté des lettres soit divisée en deux. Faculté des lettres d'une part, faculté des sciences humaines d'autre part, et que la faculté des lettres soit délocalisée ailleurs. On nous avait pris pour des intégristes, comment ça s'appelle, financés par Gbagbo ou je ne sais quel autre président de l'extérieur. Moi-même, on m'avait jeté en prison pour cela. Donc, pour dire véritablement que les autorités là, à chaque fois qu'il s'agit de réformer l'université, comment ça s'appelle, se dérobent. Et Macky Sall, il a intérêt, s'il veut que son PSE là se réalise, à ce que les Sénégalais soient bien formés. On ne peut pas aujourd'hui massacrer les étudiants à longueur de journée et espérer avoir une jeunesse bien formée. Alors, on va parler d'une autre actualité qui a un peu dominé cette semaine-là. C'est l'affaire Abdoulaye Baldé du nom de l'ancien directeur exécutif de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique, Anossi, également maire de Ziguinchor. Abdoulaye Baldé a été mis en demeure il y a environ un peu plus d'1 mois pour qu'il s'explique sur ses biens évalués par la CREI à quelques 5 milliards de francs CFA. Ce qu'il a fait le lundi, mais jeudi dernier, au moment où il y avait ces violences à l'université, lui, des gendarmes sont allés le voir chez lui. Malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé, heureusement pour lui. Alors, avant de parler de cette actualité, nous allons suivre cet élément. Walfadjri était à la CREI le jour où Abdoulaye Baldé est allé s'expliquer. Baldé, invité depuis 1 mois à justifier de l'origine licite de sa fortune, s'est présenté ce lundi à la CREI après l'expiration de sa mise en demeure. Le maire de Ziguinchor espère que le droit sera dit. J'ai apporté des preuves sur l'ensemble des accusations, parfois infondées, qui ont été portées sur ma personne. Par conséquent, j'ai déposé un mémoire en réponse qui a à peu près une 30aine de pages, je vous ai expliqué, en plus de l'annexe et d'un rapport d'expertise de plus de 1000 pages avec toutes les preuves qui incombaient à l'accusation, mais que moi-même j'ai fourni. En tout cas, je considère que si ce n'est que le droit, si ce n'est que la justice, je suis très serein quant à l'issue de ce processus qui a été enclenché depuis le 11 juillet. Idrissa Seck, venu apporter main forte à son frère Abdoulaye Baldé, demande une séparation des pouvoirs pour éviter l'injustice. L'état de droit signifie d'abord la séparation des pouvoirs. Un exécutif qui se mêle de judiciaire, de législatif, qui accapare tout, c'est un danger. Le magistrat ne doit obéir qu'à la loi. Si Macky Sall lui demande de faire quelque chose d'illégal, il doit avoir le courage et l'honnêteté de le regarder dans les yeux et de lui dire « je ne le fais pas ». Évoquant le procès de Karim Wade poursuivi par la CREI pour enrichissement illicite, Idrissa Seck dénonce le manque de sérieux qui entoure cette procédure. Mais ce que j'ai à dire, c'est qu'on disait 6 000 milliards. Maintenant, on nous parle de 100 milliards. Rien que ça aurait dû justifier qu'on le libère. Vraiment, ce n'est pas sérieux. C'est du n'importe quoi. C'est pas sérieux. Militants et journalistes ont été tous chassés loin de la CREI par les forces de l'ordre qui ont oublié par leur brutalité. Alors, Ali Khoudia Diaw, les magistrats ne se posent pas forcément les mêmes questions que nous, journalistes, et vous, observateurs, encore moins les mêmes questions que les politiques tels qu'Idriss Seck. Mais dans cette affaire-là, est-ce que c'était intelligent de lancer la machine de la traque contre Abdoulaye Baldé juste au moment où on est en plein dans le procès Karim Wade, un procès d'ailleurs qui fait l'objet de polémiques à ne plus finir? Oui, vous avez vous-même en partie répondu à la question. Ah oui, les magistrats, ils fonctionnent comme ça. Le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Ça, tout le monde le sait. Pour eux, c'est la routine. C'est la routine. Bon, les juridictions correctionnelles ou pénales, elles fonctionnent tout le temps. Bon, maintenant, quand il s'agit d'un
d'un procès politique, les politiciens, eux, ont tendance à penser que c'est le nombril, ils sont le nombril du monde, etc. Donc voilà, il faut que le temps s'arrête. Or, c'est pas ça. Hein. Nous allons dans les tribunaux tout le temps, les gens ils font des jugements tout le temps, etc. Karim ou de Baldé, hein, pour les magistrats, c'est la même chose. Maintenant, il faut dire que ce procès-là, forcément, aura des relents politiques. Oui. Et les gens vont user de la politique. C'est de bonne guerre, je l'ai dit ici, avec Karim Wade, ce serait la même chose avec Baldé. Ce que je déplore un peu pour le cas de Baldé, je n'ai pas très bien compris pourquoi il mêle la Casamance à tout ça. Je ne sais pas. Donc tout ça aussi, ça me paraît un peu excessif. Mais il faut remarquer que, bon, on lui a donné une mise en demeure, il a répondu. Maintenant, bon, le juge va faire sa propre appréciation. S'il veut l'écouter et l'arrêter, il va le faire. Auquel cas, contre ça, ça ne dépend que de l'appréciation du juge. Mais il ne faut pas dire qu'il y a Karim Wade qu'on est en train de juger, pourquoi amener Baldé encore, etc. Ça, je pense que c'est nous qui nous posons de ces genres de questions. Voilà. Mais les magistrats, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ok. Alors, Hassan, tel que les choses se présentent, hein, beaucoup disent qu'il y a de la politique dans cette affaire. Abdoulaye Baldé lui dit qu'il a présenté un mémoire d'une 30aine de pages, c'est comme ça qu'il l'appelle, et que s'il ne s'agit que de justice, il est serein. Ce qui veut dire que pour lui, il y a peut-être de la politique derrière. Est-ce que vous pensez que lui, Baldé, puisse échapper au mandat de dépôt tel que les choses se présentent? Pas forcément. Si, dans la logique de la CREI, si les explications qu'il donne après un mois de mise en demeure ne convainquent pas le magistrat, évidemment, il sera traduit devant la commission d'instruction de la CREI. Donc, il sera sous mandat de dépôt. Si ça ne le convainc pas. Parce que quand même, je pense que sur la nature même des biens qui lui ont été attribués, il n'est pas d'accord. Oui. Pour certains, il dit qu'il y a, par exemple, telle société qui appartiendrait à telle cousin, d'autres qui appartiennent à sa femme, etc. Bon, là, donc, déjà, il y a des confusions. Et je pense que par rapport à ce qu'il a dit, c'est de bonne guerre. Hein. Il est dans un système de défense. Et donc, il est fondé à dire qu'effectivement, qu'il ne s'agit que de justice, il va s'en tirer. Ses avocats aussi défendent la même chose. Mais est-ce que ce sera l'opinion d'Alindo? Pas forcément. On verra. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est nous qui avons dit qu'on ne peut pas seulement prendre Karim Wade dans le cadre de la traque des biens mal acquis. On l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Pourquoi pas d'autres? Et aujourd'hui, bien sûr, le magistrat est dans une dynamique peut-être d'inculper d'autres personnes. Même si par ailleurs le contexte était difficile, Baldé venait d'être installé maire de Ziguinchor, qui est quand même une région qui est en guerre, il ne faut pas l'oublier. Le contexte est un peu compliqué. Et ses partisans sont pratiquement de cette zone-là. Et donc, ce qui fait d'ailleurs que certains, Alekoudia le rappelait tout à l'heure, on ne l'a pas compris, certains ont cherché à mêler un peu cette convocation au conflit Casamance, amenant même Jean-Marie-François Biagui à faire une précision pour dire que l'affaire Abdoulaye Baldé n'a rien à voir avec la Casamance. Absolument, ça n'a rien à voir. Parce que Baldé, quand même, voilà un ancien commissaire de police, un ancien inspecteur d'État, un ancien ministre devenu maire. Ce n'est pas n'importe qui. Il connaît les rouages de l'État du Sénégal. Il connaît tout le monde. Il sait se défendre. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il joue à cache-cache avec les policiers. Ça m'étonne qu'il ait... Il saura se défendre sans la Casamance, sans toutes ces considérations-là. Je crois qu'il va faire face au juge et il risque l'inculpation, c'est ma conviction. Mais il aura, comme Karim, à se défendre devant la CREI. Il y aura un procès, peut-être, et à partir de ce moment-là, il va se défendre. Alors, Mambira Wadj, ont-ils raison ceux-là qui pensent ou bien qui veulent voir une main politique derrière cette affaire? L'affaire est forcément politique parce que c'est un politicien qui l'a subi, naturellement. Donc, Abdoulaye Baldé étant, comme vient de le dire le grand frère maire de Ziguinchor, et pour avoir été ministre, et pour avoir été également directeur exécutif de l'ANOCI, je pense que l'inculpé, véritablement, relève de quelque chose qui pourrait être analysé comme politique. Donc, ceci étant dit, moi, je suis pour que toute personne qui a eu à un moment donné à gérer des deniers publics se justifie par rapport à comment ça s'appelle, à la manière dont il a eu à gérer ça, qui justifie. Ce que je ne peux pas comprendre, et vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est l'acharnement que l'on pourrait percevoir dans la façon dont les personnes sont choisies. Donc, telle personne a eu à gérer
elle n'est pas inquiétée. Donc la machine judiciaire s'emballe autour de 2 à 3 personnes et on ne pourrait pas comprendre véritablement pourquoi les autres ne sont pas aujourd'hui inquiétés. Certains disent que le régime de Wade, c'était quelques 150 députés, 150 ministres sinon plus. Et jusqu'ici, il n'y a que Karim Wade et Abdoulaye Baldé depuis 2 ou 3 jours qui sont inquiétés. D'autres diront que Awa Ndiaye, qui a défrayer la chronique. Et qui est avec Macky Sall maintenant derrière Mansour Faye. D'autres diront qu'Aminata Tall a eu également à gérer. D'autres diront qu'Aminata Niane a eu également à gérer. Pourquoi toutes ces personnes sont allées se cacher derrière le président qui a lui-même géré? Donc, c'est plus ou moins incompréhensible. Ali Khoudia Diaw, on accuse Abdoulaye Baldé de s'être enrichi de manière illicite. Sa fortune est estimée, en tout cas par la CREI, à 5 milliards de francs CFA. Avant lui, Karim Wade est accusé d'avoir détourné quelques 117 milliards de francs CFA. Macky Sall lui-même, le président de la République, pèserait 8 milliards de francs CFA. Est-ce que dans ce pays, Ali Khoudia, on peut continuer à avoir des politiciens milliardaires? Est-ce que ça ne pose pas problème que dans un pays comme le Sénégal, tous les politiciens qui sont en contact avec le pouvoir deviennent milliardaires? En tout cas, vous avez bien raison de poser la question. Parce qu'en réalité, moi, quand j'entends, on dit que c'est un fonctionnaire qui pèse 1 milliard, des milliards, parce que moi, je suis fonctionnaire de l'administration sénégalaise. Franchement. Vous ne pesez pas des milliards. Et je sais que je vais travailler, j'irai à la retraite à 60 ans, et à ma retraite, je ne pourrai pas avoir 10 millions dans mes caisses. Ça, c'est clair. À l'échelle de la diplomation, j'ai plafonné. À l'échelle de la décision administrative, j'ai plafonné. À l'échelle de l'avancement en grade et en échelon, dans ma catégorie, j'ai plafonné. Mais je sais qu'un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire quand vous occupez le haut niveau. C'est pas possible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit, la politique a souvent des relents de subtilité qui fait que l'individu ou le gestionnaire parfois confond la caisse, les deniers publics avec sa poche. Et ça, je pense que c'est caractéristique des politiciens. En tout cas, sur 3 ou 4 générations de fonctionnaires, j'ai entendu très peu de hauts fonctionnaires jugés pour détournement de deniers publics. Le plus souvent, c'est des politiciens. Le plus souvent, c'est des politiciens. Et nous, la bataille que nous menons, c'est de séparer l'administration de la politique. Tant qu'on ne le fera pas dans ce pays, il y aura toujours des problèmes. Et ce qui fait que les gens utilisent la passerelle de la politique pour accéder à l'administration, c'est en réalité la problématique du devenir au Sénégal. Comment on devient quelqu'un au Sénégal? Pour être quelqu'un au Sénégal, il faut être politicien, il faut être chanteur, il faut être lutteur, il faut être danseur. Or, nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. Nous avons reçu une éducation pour servir l'État au niveau le plus bas. Comment en est-on arrivé là? Là, vous le dites, au Sénégal, les références maintenant, c'est les politiques, les lutteurs, les danseurs, les chanteurs, parce que c'est eux qui ont la fortune. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Puisque vous dites vous-même qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Oui, nous n'avons pas été éduqués comme ça. Mais vous savez, au Sénégal, on en est arrivé à un moment où il y a le primat du matériel sur l'idéal. Ce qui prime actuellement, c'est le matériel. Quand je parle de matériel, c'est l'argent, c'est les richesses visibles, c'est l'apparence visible, etc. Au Sénégal, maintenant, si vous voulez compter pour quantité négligeable, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne comptez nulle part. Personne ne vous respecte. Vous n'êtes nommé nulle part, vous n'êtes appelé nulle part, vous ne servez à rien. Ce qui fait que maintenant, cette compétition pour obtenir de l'argent fait nécessairement ressortir tous les habits. En plus, nous avons une mondialisation galopante qui a détruit toutes les frontières, aussi bien idéologiques, morales, religieuses que philosophiques. La religion est en déclin, la philosophie est en déclin, la morale non plus. Ce qui existe maintenant, c'est comme disait Hegel, le primat du matériel. Difficile de trouver des valeurs dans ces conditions. Difficile de trouver quelqu'un au Sénégal dont on puisse dire que je n'ai pas pris. Et ça nous renvoie à la perte de référence. Au Sénégal, maintenant, il n'y a plus de référence. Ok. Alors, Hassan Samb, Senghor a été président de la République du Sénégal. Il est parti. On ne l'a pas accusé d'avoir détourné des milliards. Abdou Diouf a été président de la République du Sénégal. Il est parti. Personne n'a entendu dire qu'Abdou Diouf est milliardaire. Abdoulaye Wade vient, Ali Khoudia le dit un peu,
les valeurs changent. On a l'impression qu'on entre en politique maintenant pour être milliardaire. On a un président qui pèse des milliards d'après sa déclaration de patrimoine, d'anciens ministres qui pèsent des milliards. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour qu'on en arrive à cette situation-là? C'est clair, il y a une évolution, une révolution, je ne sais pas, sur le plan sociologique. Il y a quelque part, où Alokhodje vient de le dire, où l'argent prime sur tout le reste. C'est une évolution. Particulier. Je n'ai rien contre les bols. C'est le libéralisme oui, non, plus grave que ça. Le libéralisme, c'est toute une doctrine, je ne sais pas moi, de gestion des affaires financières et tout ça. Mais ici, c'est plus grave. C'est le matérialisme qui est à fond. Les gens ne croient qu'à l'argent. Et dans les années, depuis les années 90 jusqu'aux années 2000, quand Abdoulaye Wade s'installait au pouvoir, les gens qui étaient mieux vus dans ce pays, c'était les Modou, tout ça, parce que simplement, on pensait que c'est les gens là qui avaient de l'argent. Après, c'est les lutteurs, aujourd'hui, c'est les chanteurs, les danseurs. Donc, c'est ça la société sénégalaise. Et on vient de toucher du doigt le mal de l'université. Le savoir ne garantit plus l'avoir. Du coup, l'université a été banalisée, si vous voulez. Et c'est ça le mal de l'université. Or, ce qui compte pour le Sénégalais, c'est l'avoir et non pas le savoir. L'essentiel pour le Sénégalais, c'est de réussir. Maintenant, si on ne réussit pas, on n'est rien. Donc, il faut tout faire pour réussir. D'où l'importance de la bourse, d'où l'importance du salaire, d'où l'importance également du pouvoir. Aujourd'hui, on est en train de critiquer les étudiants. Mais qu'est-ce que nous valons comme adultes? Qu'est-ce que nous véhiculons comme valeur? Regarde les plateaux de télévision et de radio. Les gens font du TSNT, ils disent les débats sont de bas niveau, si vous voulez. Et donc, on en est arrivé à un stade où, effectivement, tout ce qui importe pour l'individu, c'est de se réaliser individuellement. Comme dit Colin Powell, on ne voit à la télé que des corps nus qui se tortillent en longueur de journée. Et le paradoxe du Sénégal, c'est de voir un président qui te déclare qu'il a 8 milliards de patrimoine et qui lui-même fait la traque des biens. Ok, est-ce que ça pose pas problème? Un président qui pèse 8 milliards et qui traque des milliardaires? Oui, ça peut véritablement poser problème. Moi, ce que je veux juste relever, c'est qu'il n'est pas en soi mauvais de vouloir devenir quelqu'un. Ce n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais également de vouloir compter dans ce pays-là. Ce qui est malheureux, c'est de vouloir devenir quelqu'un sans travailler. C'est de vouloir parvenir à une certaine position sans en avoir l'étoffe, sans en avoir le profil ni les compétences. C'est cela qui est mauvais. Et les politiciens n'y aident pas véritablement les Sénégalais. Parce que on vous connaissait conduisant un vélo aujourd'hui, le lendemain on vous nomme à un poste de responsabilité, vous conduisez une 4x4. Donc les gens ont du mal à comprendre cela et cela pousse véritablement de nombreux Sénégalais à opter pour la voie politique qui aujourd'hui est la meilleure pour véritablement s'en sortir. Maintenant, par rapport au président Macky Sall, c'est comme on dirait le voleur qui accuse d'autres de vol. C'est véritablement, parce que, bon, on peut en rire, mais véritablement, ces détracteurs n'ont pas tort de demander à ce que ce président-là explique comment est-ce qu'il a fait pour avoir les milliards dont il se targue. Voilà. Bon, Moustapha Diop, moi j'ai envie de poser une petite question. Simplement pour dire, quand on dit que le président a 8 milliards, est-ce que c'est lui qui a dit que j'ai 8 milliards? Enfin, il a fait sa déclaration de patrimoine. La déclaration. Moi, personnellement, je l'ai vu, j'ai lu la déclaration. Ce que je retiens, c'est qu'en tout cas, il a 35 véhicules qu'il dit avoir mis à la disposition de son parti. Il a un appartement à Houston. Il a une villa, enfin un terrain aux Almadies qui fait 500 mètres carrés. Il a une villa à la Patte d'Oie. Il a une villa à Comico, sa femme a 2 villas, voilà, des choses de ce genre. Mais faire le calcul maintenant et dire que c'est 8 milliards, c'est autre chose. C'est le patrimoine. Voilà. C'est pas le compte, c'est le patrimoine. Voilà. Tout ce qui est bien matériel, évalué. Alors, on aurait aimé parler encore de l'épidémie Ebola qui frappe à nos portes malgré toutes les dispositions prises par les autorités. On aurait surtout aimé parler du traitement que les journalistes font de cette épidémie-là, mais malheureusement, le temps qui nous était imparti est complètement épuisé. Et même s'il est en train de me taper un peu sur les doigts, en tout cas, c'est le moment de vous remercier à tous les trois d'avoir fait le déplacement. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Actu en 7. Mesdames et messieurs, c'est avec le même plaisir que je vous l'ai présenté. Merci d'avoir suivi. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.